m'intéresse au risque, à sa perception autour de la maternité en Afrique de l'Ouest. Et en fait, ça s'inscrit dans le cadre d'une multiplicité et d'une variété de politiques actuelles de santé de la mère et de l'enfant, et aussi des politiques de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc il y a eu, il y a eu en fait pas mal d'exposés déjà sur l'option B+, la nouvelle option, qui consiste en fait à dépister les femmes enceintes pendant la consultation prénatale et à mettre les femmes séropositives, dépistées séropositives, sous traitement et systématique et à vie. Voilà. Par ailleurs, on a une réorientation des politiques de lutte contre le VIH qui cible principalement maintenant, qui s'intéresse surtout aux populations cibles. Et dans le même temps, on a une baisse de réduction des politiques de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Voilà. Il n'y a personne qui... Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en rencontrant des institutionnels du ministère de la Santé au Burkina Faso, il est dit clairement que les femmes ne sont pas prioritaires actuellement et que la PTME n'est plus une priorité. Donc là, c'est bon. Ah, c'est un sketch. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc en fait... les politiques de santé de la mère et de l'enfant et de la PTME en fait sont basées sur une approche quantitative du risque qui en fait s'appuie sur une vision du risque très normée et standardisée, alors qu'au contraire le risque en sciences sociales c'est un rapport au risque qui a un construit social, c'est-à-dire que le risque est reconnu qu'une fois qu'il a été reconnu socialement. Et en fait, il dépend aussi des valeurs culturelles et de l'organisation sociale. Voilà. Et donc, à partir de cette approche-là, je me suis posé toutes ces questions. Comment les femmes perçoivent aujourd'hui le risque VIH au Burkina Faso? Est-ce que cette perception change selon les générations? Constitue-t-il encore un risque majeur auprès des populations? Et est-ce que les femmes se sentent protégées, elles et leurs bébés, par ces politiques? Et en particulier pour cette contribution, par les politiques de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant? Alors, en méthodologie, j'ai opté pour une approche ethnographique, compréhensive et exploratoire, c'est-à-dire que j'ai vraiment laissé parler le terrain. Et c'était à Bobo Dioulasso et sa région. J'étais à la fois en immersion, en observation aussi, participante dans les centres de santé. J'ai essayé de faire les 3 échelons sanitaires. Et je suis allée dans les quartiers et des zones un peu particulières qui sont les zones industrielles et périphériques. Je suis allée dans les cours des femmes... Voilà, et un peu en milieu rural aussi. Voilà. Et donc ma recherche a commencé en février 2015, elle se termine là. Et bon, c'était en discontinu, c'était des missions de 6 mois. Voilà. Alors, ce que j'ai pu observer au niveau du terrain, c'est qu'en fait, on observe une baisse de l'attention portée au VIH. C'est dû un peu, cette baisse de la perception de la gravité, c'est dû au fait que maintenant les personnes atteintes du VIH ont un accès au traitement et un accès gratuit. On parle souvent de traitement cadeau et ce qu'on dit aussi, c'est que les personnes séropositives maintenant sont en forme, donc ça fait un peu moins peur. Et ce qu'il y a, c'est que l'issue qui était fatale auparavant ne l'est plus. C'est ce qui fait dire souvent aux personnes que c'est une maladie, le sida c'est une maladie qui ne tue pas vite. Le palu tue plus vite que le sida. Nous avons vu des gens au moment où il n'y avait pas de traitement. Ce n'est plus une maladie grave, cette maladie est devenue une maladie avec laquelle les gens s'amusent maintenant. On a aussi des maladies aussi qui préoccupent aussi les populations qui actuellement on dit qu'il vaut mieux un VIH qu'un cancer. De nos jours les cancers font beaucoup de ravages. Une fois que c'est déclenché, ça n'a plus de remède, alors qu'avec le VIH il y a les traitements. Il faut dire que c'est dans un contexte particulier parce qu'à Bobo Dioulasso, les cancers gynécologiques on ne peut pas les soigner au CHU. Il n'y a pas de chimiothérapie, il faut partir à Ouaga, et donc déjà les chimiothérapies, ça coûte très cher, mais en plus il faut se déplacer à Ouaga, ça rajoute encore aux frais, donc c'est pas tout le monde qui peut soigner des cancers.
Voilà. Et après, il y a d'autres inquiétudes par rapport à des maladies comme l'hypertension, le diabète, où les gens disaient que finalement, ça avant, c'était la maladie des riches, et maintenant, ça touche tout le monde. Et en fait, il y a un autre risque qui apparaît, et c'est pas une rumeur, c'est celui des pesticides. Et c'est vraiment quelque chose qui est sorti du terrain. Moi, je pensais que je mangeais bio au Burkina Faso, et ben pas du tout. Donc, en rencontrant les personnes, les gens parlent des pesticides. En fait, il y a une grande inquiétude par rapport à l'alimentation. Il y a eu beaucoup de scandales alimentaires. Et petit à petit, en tirant le fil, on trouve qu'il y a effectivement toutes les productions maraîchères et céréalières sont pompées. Donc voilà ce forgeron à Bobo qui dit que donc on mange ça petit à petit, donc ça nous détruit le sang. À un moment donné, tu vas voir qu'il y a des maladies bizarres qui viennent. Vous ne savez même pas d'où viennent ces maladies-là. C'est un peu les maladies bizarres. Et il y a même des femmes qui font des liens, des corrélations entre les problèmes à la grossesse et à l'accouchement et le fait qu'on pulvérise avec des pesticides. Et en dioula, pesticide, c'est poissoni et ça veut dire poison. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que j'étais allée voir un peu dans les boutiques de vente de pesticides. Il y en a partout. Partout. Et en fait, il y a même un boutiquier qui m'a dit que ça provoque une maladie, enfin certains produits provoquent des maladies plus fortes que le sida. Et donc, pour vous dire aussi l'impact du sida dans l'imaginaire et dans les représentations par rapport à d'autres maladies. Voilà. Alors, d'un côté, on a vraiment cette baisse de l'attention portée sur le VIH, et de l'autre, on a une stigmatisation qui persiste et, par rapport au VIH, et la peur de la discrimination, du rejet social est toujours profondément ancrée, et parmi même les jeunes générations, les jeunes filles qui viennent faire le test de dépistage pendant la consultation prénatale disent qu'elles ont vraiment peur, si jamais le résultat était positif, d'être rejetées socialement. Parfois, elles ont été témoins elles-mêmes de pratiques discriminatoires envers des personnes séropositives, soit dans leur quartier ou soit dans leur famille. Ensuite, l'autostigmatisation des femmes séropositives, c'est toujours présent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est chez les jeunes femmes, maintenant, de 18, 20, 22 ans, qui ne vont plus dans les associations, donc qui se retrouvent complètement isolées dans leur cours, et qui ont cette peur de la maladie et peur du rejet social. Et quant aux femmes qui ont une histoire plus longue avec la maladie, elles sont aussi dans une sorte d'autostigmatisation dans le fait qu'elles disent que maintenant, elles sont plus repérables parce que le médicament les protège de la stigmatisation. On ne peut pas les reconnaître. Voilà. Et après, la stigmatisation aussi, c'est le fait que, et chez les jeunes aussi, on en a beaucoup parlé, de la mise à l'index. C'est-à-dire que être séropositive, être séropositif, c'est en fait une distinction négative, c'est-à-dire que les personnes qui vont être repérées dans la société comme séropositives, on va les nommer sidéens, et comme dit cette femme qui est en fait séropositive et qui connaît son statut depuis 2003, donc en fait elle a eu une altercation avec sa voisine, et sa voisine a dit devant tout le monde que moi je suis une sidéenne, que moi je ne peux pas me comparer à elle, que moi je suis une sidéenne, que c'est grâce à l'action sociale, aux associations, elle ne sait même pas faire la différence, que c'est grâce à l'action sociale que moi je vis. Donc après, avec la stigmatisation, on a toujours aussi des situations de violence. Donc je peux parler que du point de vue de l'association communautaire où j'ai aussi effectué des observations et que je connais depuis pas mal de temps, une dizaine d'années. Et c'est vrai que les communautaires, c'est une association de prise en charge de femmes vivant avec le VIH, ont remarqué quand même, les femmes continuent à avoir des violences, notamment celles qui ont des partenaires qui sont dans le déni de la maladie et qui refusent en fait de se protéger ou d'aller se soigner, et ça peut conduire à des conflits conjugaux verbaux mais très très violents, ou des femmes qui, c'est vrai qu'elles reçoivent des conseils au niveau de l'association, du coup elles sont peut-être un peu plus émancipées, donc essayent de refuser par exemple des rapports non protégés, et donc ça peut mener à des grandes violences. Et puis il y a aussi les couples
où le partenaire est aussi séropositif, mais lui, il n'a plus du tout envie d'être reconnu comme tel. Et donc, sa femme qui va encore à l'association, il n'est pas d'accord. Et donc, c'est pareil, il l'empêche, et ça peut aller très loin jusqu'à des menaces. Et il y a une femme qui travaille avec moi s'est retrouvée avec toutes ses affaires à la porte. Il l'a mise à la porte pendant plusieurs jours. Alors, maintenant, on va passer sur le risque au niveau de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Comment c'est finalement géré et qui est responsable de ce risque? Et finalement, quand on se rend compte, c'est que surtout chez les jeunes femmes qui ont donc découvert leur séropositivité au cours d'une consultation prénatale et récemment, là, on doit à la fois surmonter le choc de l'annonce et gérer les aléas du système de soins. Alors, pour un peu illustrer ce que je veux dire, je vais prendre l'histoire de Minata, qui a découvert sa séropositivité il n'y a pas longtemps, lors de sa 3e grossesse pendant sa consultation prénatale. Et en fait, elle a été dépistée un vendredi. Elle était dans un état, elle a eu un choc émotionnel très fort, et donc pendant tout le week-end, elle a appelé la médiatrice lui disant qu'elle allait se suicider. Et le lundi, elle est revenue pour avoir la confirmation de son test, puisque en fait, on fait un prélèvement pour avoir une confirmation du test, mais la machine en fait était gâtée au niveau du centre de santé plus supérieur. Et donc, elle a attendu comme ça plusieurs jours, et c'est la médiatrice qui a pris l'initiative, non pas l'agent de santé, elle a pris la jeune femme et l'a amenée à l'hôpital de référence pour qu'elle puisse avoir son test de confirmation et enfin une prise en charge adéquate. Donc à partir de là, Minata a dû gérer pendant jusqu'au moment de l'accouchement toute son angoisse. L'angoisse de la peur de transmettre la maladie à son bébé et surtout aussi la peur de ne pas avoir le courage de dire la maladie aux agents de santé. Finalement, elle a pu le faire, elle a pu dire aux agents de santé, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été référée au CHU. Et il faut savoir, parce que c'est très complexe, hein, en ce moment, il y a les politiques de gratuité des femmes enceintes et des enfants de 0,5 ans. Donc la maternité du CHU est débordée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Minata s'est retrouvée donc avec un maillot tisséen. Tout s'est très bien passé, vraiment bien. Seulement, c'était le rush. J'ai fait des observations à la maternité. Je vois vraiment comment ça s'est passé. Et le maillot tissien est parti. Il a laissé le bébé. Il a oublié de donner le sirop. La jeune femme, vu que le service était plein, a été obligée de repartir avec ses accompagnants. Et le bébé est parti sans le sirop. Donc, retour à la maison. Elle appelle la médiatrice tôt le matin pour venir et qu'on donne ce sirop au bébé. Et finalement, ils vont au centre de santé le plus proche de la maison. Et là, le sirop de Niverapine est périmé. Donc, on reprend la moto et la médiatrice l'amène au CHU où enfin, le bébé a pu avoir son sirop. Voilà. Alors, je me suis aussi interrogée par rapport aux plaintes des femmes qui disent que quand elles vont chercher leur traitement, elles subissent les récriminations des agents de santé et des chantages au traitement. J'ai même fait une petite causerie avec les femmes de l'association pour être sûre un peu de cette histoire. Et effectivement, les femmes se plaignent de plus en plus qu'on leur... alors c'est un chantage, on ne va pas forcément pas leur donner le traitement, mais comme le traitement est cadeau, il faudrait quand même qu'elles fassent un effort et qu'elles aillent faire leurs examens, quoi. Donc comme dit cette femme, je les ai suppliées de me donner les médicaments en leur disant qu'après je vais faire mon examen de sang. Le monsieur a refusé. Donc je vous rassure quand même, la femme au bout d'un moment, elle avait tellement peur parce qu'elle était encore dans l'option B+, elle est vite allée chercher de l'argent, elle s'est débrouillée et elle a pu faire ses examens. Alors voilà, donc finalement, ces femmes sont vraiment récriminées, sujettes presque de blâme, parce que souvent elles prennent pas leur traitement régulièrement. Et donc, comme je travaille un peu dans une zone périphérique, ouvrière, enfin industrielle, où on s'aperçoit qu'il y a des femmes
qui travaillent, qui sont dans des situations extrêmement précaires et qui sont dans une sorte de sous-traitance des industries de bobos et qui travaillent comme, je les ai appelées comme journalières, elles disent parfois par contrat, donc en fait elles vendent leur force de travail et c'est à la journée et donc elles gagnent de quoi vivre à peu près la journée pour pouvoir manger quoi. Et donc finalement ces femmes, parce qu'il y a des femmes dans ces zones qui sont séropositives et qui n'ont pas vraiment accès à l'alimentation et des fois ne prennent pas leur traitement parce qu'elles ont le ventre vide et que ces traitements, certaines ont aussi des effets secondaires et elles ont les effets secondaires ou quand elles prennent leur traitement le ventre vide, elles peuvent pas, elles disent que ça les fatigue, elles peuvent pas les prendre. Donc après, elles arrivent au système chez les agents de santé où en fait elles se font récriminer parce qu'elles n'ont pas pris leur traitement. Et alors il y a une médiatrice qui m'accompagne et qui m'a dit mais tu sais les analphabètes sont désavantagés par rapport à nous qui savons comment compter les médicaments qui doivent rester dans le flacon quand notre rendez-vous arrive. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont des stratégies pour avoir le nombre de médicaments au niveau, quand elles viennent faire leur consultation avec l'agent de santé. En fait, il faut à peu près l'équivalent d'une semaine de traitement dans le flacon. Donc, en conclusion, on observe une dissonance entre la baisse de l'attention portée au VIH et le maintien du stigmate. Et alors, la nouvelle option qui est appliquée actuellement extrait complètement les femmes séropositives de leur contexte matériel et social de vie. Et finalement, avec l'approche des sciences sociales, l'idée c'est vraiment de recontextualiser, de s'intéresser aux histoires singulières des femmes. Et dans cette recontextualisation, c'est quand même dire qu'il y a un vrai problème alimentaire au Burkina Faso. Il y a vraiment un problème d'accès à l'alimentation. Il y a des saisons qui se terminent à la saison sèche et qui vont arriver jusqu'à l'hivernage, où là on a vraiment une période de soudure et qui est très très difficile à vivre pour les personnes qui sont très démunies. Enfin, c'est réel, hein. Et il y a un autre problème aussi qui est la défaillance du système de soins. Et il est actuellement très, très cristallisé, puisqu'on a une contestation populaire du système de soins qui est en train de vraiment monter. Il y a des cliniques qui ont été brûlées, il y a des menaces vis-à-vis des agents de santé, mais d'un autre côté, la contestation se fait aussi de la part des professionnels de santé. Et là, il n'y a pas longtemps, on a eu le droit à 2 grèves totales, sans service minimum. Et qu'est-ce qui se disait à ce moment-là? Ils se disaient il va y avoir des morts. Et effectivement, pendant les 2 grèves totales, il y a eu des morts. Donc, tout ça pour dire après, donc, dans cette option, en fait, on assiste à une responsabilisation des femmes par rapport à la prévention du risque de la transmission du VIH à l'enfant, au risque de blâmer les femmes si la PTME échoue. Alors, à propos de Salimata. En fait, Salimata, elle a 28 ans, elle a été dépistée en 2004 et elle en est à son 3e suivi PTME. Elle m'a appelé la semaine dernière, elle a eu son petit bébé, elle était enceinte, elle était sous option B+, tout ça. Et Salimata, elle est suivie depuis 2 grossesses par un gynécologue dans une clinique. Elle a les moyens, son mari sérodiscordant la soutient. Et en fait, elle a choisi d'être dans ce circuit parce qu'elle a failli mourir il y a quelques années de ça, parce qu'en fait, le centre de santé n'avait pas vu que les bébés qu'elle avait dans son ventre étaient morts, et qu'en plus, elle avait pris, le médecin qui lui avait prescrit des médicaments contre la tension, ils étaient contre-indiqués avec la grossesse. Donc du coup, elle a voulu prendre aucun risque et elle est allée se faire suivre en clinique. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont les moyens, qui sont soutenues. Et donc c'est pour ça que je vous ai plutôt parlé de celles qui n'avaient pas les moyens et qui n'étaient pas soutenues. Voilà. Et je vous remercie.